Bégodeau nous clash, il clash même Wissam d'ailleurs au passage et PDH. Il explique qu'on est, trop théorique et que lui, il aime bien le réel. Moi, je vous ai un petit peu synthétisé sa pensée, mais on va regarder un extrait avec Chris où il réagit un peu, vous savez, à tous les débats qu'on a eus sur l'épistémologie, sur la psychanalyse et tout ça et Bégodeau dit qu'il suit un peu ça, mais qu'il a du mal à suivre, que ça lui tombe un peu des mains, ce genre de choses et qu'il trouve pas ça assez concret. Donc, Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour regarder du Bégodeau? Ça va très bien et je suis encore plus chaud pour voir du Bégodeau parce que des fois je n'ai pas vu les extraits, mais là j'ai vu l'extrait. Et là je me suis dit, ouh là là, mes petits amis, je sais vous dans les coms que quand vous voyez des extraits maintenant vous vous dites, la pas du team va dire quelque chose là-dessus, ça m'intéresse. Et oui, effectivement, même nous, des fois on fait des trucs, voilà, parce que le devoir l'exige, mais là ouais, là c'est vraiment un plaisir. Alors c'est pas du gros clash, hein, parce que je trouve qu'il est plutôt sympathique avec nous, enfin, vous allez voir dans l'extrait. Euh, mais il y a du fond, il y a vraiment du fond. Il y a vraiment une vision du monde différente. Et on va voir ce que ça traduit et chez nous et chez François Bégodeau, cette opposition qui va essayer de dégager justement sur la théorie, le concret. Et ce qu'il y a derrière ces concepts qui peuvent, bah, du coup, finalement, sont des abstractions. Ouais, et il va en parler. Donc, let's go pour cette capsule. Ça va nous permettre de faire de la philo. Je sais que vous adorez ça, les amis. Mais Donc, let's Bégodeau go. n'aime pas ça. Non, il aime pas. On dit, enfin, c'est pas son truc, quoi. Allez, c'est parti. Volonté chez toi très comment dirais-je, consciente, c'est-à-dire que tu aimes mêler à la fois l'essai, on va dire, et l'approche plus littéraire ou plus romancée. Alors, romancée, c'est pas le terme, je pense que tu m'as compris. Parce que tu crains que justement l'essai généralement t'emmène dans des abstractions qui t'éloignent un peu du réel concret, des situations concrètes et des Ouais, humains ouais. qui. La question, elle est intéressante, c'est de lui dire, tu mélanges essai et un peu truc romancé. Alors moi, je sais pas, mais il va me critiquer là-dessus. Moi, je déteste ça. Moi, je déteste ça. Et c'est pour ça, tu vois, on parlait des livres d'Ouria Boutelja. Moi, je trouve qu'elle écrit bien, mais j'aime pas ce côté. Il y a un peu du roman, de la poésie, et je comprends qu'on aime bien. Mais moi, alors je suis peut-être un petit peu zinzin, mais j'aime les philosophes allemands, tu vois. J'aime lire du Husserl, où tu sais, tu lis la page, c'est compliqué, mais par contre, ce qui est dit est dit. Tu vois, ce qui est dit n'est pas interprétable en mille façons différentes. Tu vois, ce qui est dit, tu vois. Et je trouve que quand tu lis du Bégodeau, du Boutelja, même tu lis du Nietzsche, mais à la limite Nietzsche, sans vouloir manquer de respect à Roya Boutelja et Bégodeau, c'est pas dans la même catégorie. C'est très poétique et tout. Enfin, Ouais, moi j'aime je pas préfère pour quand ça. même lire du Nietzsche, mais je prends du plaisir à lire Nietzsche quand même. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est une manière de se cacher. Je fais de la pensée, mais quand on critique ta pensée, tu dis ah mais non mais ça c'était littéraire, t'inquiète, c'est pas vraiment très sérieux. Et puis en fait, quand tu le prends pour un truc littéraire, le mec te dit mais non, mais en fait c'est de l'essai, c'est sérieux. Et j'ai l'impression que tu peux toujours t'enfuir dans ces choses-là. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un temps pour le roman et un temps pour l'essai, que c'est pas la même chose et que quand tu veux faire un essai de philosophie, tu fais un essai de philosophie. Quand tu veux faire un roman, tu fais un roman. Et que mélanger les deux, ça peut être un petit peu chiant parfois. Non, mais on est d'accord. Les genres un peu mixtes, c'est toujours. On appelait ça souvent le roman à thèse. Il y a eu une grande époque du roman à thèse, notamment après la guerre, hein. Camus faisait ça, Sartre faisait ça, c'est-à-dire d'essayer de romancer des thèses philosophiques. Ça donne rarement des trucs très puissants. C'est-à-dire que ça amoindrit souvent bah, la manière dont on peut exprimer conceptuellement les choses. Et puis ça donne des situations qui paraissent concrètes ou réelles, mais qui sont en fait finalement très abstraites. Il suffit pas de mettre des avatars, des personnages fictifs pour que ça rende concret quelque chose d'abstrait. Ça, c'est un peu le truc de la petite technique, la grosse ficelle de mise en scène, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop ça, les romans à thèse. J'aime bien quand des thèses se dégagent, et c'est pour ça que les très grands romans, il va dire qu'on n'aime pas la littérature, mais moi, ça m'intéresse la littérature. Je veux dire, il y a des très grands romans très philosophiques, mais qui n'ont pas de thèse. Tu vas chez Dostoïevski, tu te dis pas, tiens, Dostoïevski, quand il écrit Les Frères Karamazov, ou quand il écrit Les Joueurs, ou quand il écrit d'autres grands romans, il fait de la philo, mais il n'est pas là pour concrétiser ou rendre palpable avec des vrais gens des thèses philosophiques. C'est, et ce que va expliquer les gens qui s'intéressent à l'expression intellectuelle des romanciers, un des plus grands, ce sera Lukács, voilà, qui parlera de Balzac. Le premier grand livre de Lukács est un livre qui n'est pas du tout marxiste, c'est avant sa période marxiste de 1911, L'âme et les formes, où c'est un recueil d'essais où justement il fait de l'analyse de la littérature, etc. Et donc il va montrer comment les formes romanesques, etc.,
expriment des visions du monde. Et là, on est dans autre chose. On n'est pas un petit thésard qui dit ce que pouvait être aussi Sartre, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Sartre qui essaye de mettre ses thèses de l'existentialisme dans La nausée, par exemple. Ouais, je trouve La nausée, par exemple, une pièce assez mauvaise quoi, de Sartre, parce qu'il essaye de trop mettre l'être et le néant dedans. Il y a des moments pas mal, parce que Sartre a des bonnes formules. Pareil, Les mains sales, c'est un peu meilleur que La nausée, mais c'est pas top non plus, parce que tu sais pas trop ce qu'on essaye de faire, quoi. Et donc voilà, le roman à thèse, l'essai romanesque, pour moi, c'est des genres hybrides qui savent pas où se situer, et souvent, c'est des petits faiseurs qui font ça. C'est des petits romanciers qui ne peuvent pas s'élever à l'expression conceptuelle, et c'est aussi des petits philosophes qui n'ont pas la qualité des grands romanciers. Ouais. Donc forcément, ils ont à boire et à manger. En général, ça donne un truc pas terrible, quoi. Voilà. Ouais, parce que tu vois, même quand tu prends les littéraires de Rousseau, moi je les trouve pas comme ça, par exemple. Je trouve que Rousseau, il y a un temps pour le contrat social, pour de la philosophie, pour des choses comme ça. Et puis il y a un temps pour la Nouvelle Héloïse, pour des choses comme ça qui sont beaucoup plus littéraires, où il est pas là à te dire quoi penser, tu vois. Même si tu comprends tout à fait des thèses précurseurs du romantisme, des choses comme ça, tu vois, dans ces textes, tu le comprends, mais je trouve que c'est bien fait, tu vois. Alors peut-être parce que c'est à la fois un grand littéraire et un grand philosophe, tu vois. Oui, vraiment peut-être le meilleur dans cette catégorie de faire des romans philosophiques ou un parcours un petit peu de philosophie illustrée, comme on pouvait dire aussi, ce serait Diderot. C'est peut-être le meilleur là-dessus, qui arrive quand même à allier les deux. Mais Rousseau passe de l'un à l'autre. Comme tu dis, il confond pas les deux. Il confond pas les deux, je trouve. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il fait Ah. pas du roman quand il veut faire de la philo et de la philo quand il veut faire du roman et tout. Il fait un peu des deux, tu vois. Ouais, alors que Diderot, lui, je sais pas si t'as lu Jacques le Fataliste. Non, à chaque fois, les marxistes en parlent tout le temps, suce Diderot tout le temps. J'ai lu des Bah textes, oui, mais j'ai pas tout lu. ça, Ouais, les marxistes adorent Diderot. Ouais. ça fait partie des choses qui justement, trouvent une espèce de synthèse entre les deux. Mais cette synthèse, elle est toujours un équilibre difficile. Moi, j'ai cité Camus, Sartre, t'as cité Boutelja, tu vois. Bah, chez Boutelja, il y a par exemple, il y a des moments sublimes d'écriture. Pareil chez Camus, pareil chez Sartre, pareil chez Nietzsche. Moi, j'aime pas du tout Nietzsche. En plus, je trouve que J'ai appris à l'aimer. Moi, je suis parti avec un très très mauvais a priori sur Nietzsche moi, parce que je venais de Kluskar, tu vois. Kluskar déteste Nietzsche et tout. Et en fait, quand j'ai lu Nietzsche, je l'ai lu pendant mon M2 de philo, je crois, parce que j'avais toute une unité d'enseignement sur Nietzsche et tout. Et l'ironie nietzschéenne est quand même marrante, tu vois. Il joue tout le temps avec son lecteur et tout, c'est quand même assez appréciable. Par contre, conceptuellement, c'est un mec qui a des années de retard, tu vois. Il enfonce la tête sous l'eau de gars qui sont déjà morts depuis Voltaire, tu vois. ouais, C'est c'est un pour ça. gars, genre, il se bat contre la religion, t'es là, ouais, bon, d'accord, se battre contre la religion à la fin du 19e siècle, c'est pas le combat du siècle, tu vois, c'est pas incroyable, tu vois. Je suis d'accord. Et je trouve que son style, en fait, est un peu pompeux, en fait, il manque un peu de finesse. Voilà. J'aime pas trop ça, mais bon, après, c'est à faire Moi, aussi de j'aime bien goût. son côté un peu moraliste, les aphorismes et tout, je trouve pas Ouais, ça, c'est voilà. pas trop mal, c'est pas trop Non, mal. voilà, je suis d'accord. Mais si on veut chercher voilà, des moralistes philosophes qui essayent aussi d'avoir du style, je préfère mille fois Pascal, ses pensées que toute l'œuvre de Nietzsche, quoi. Ça, y a Ce pas que j'aime pas chez Nietzsche, c'est qu'il pose des problèmes et il en résout jamais, tu vois. Ah ben, Il est toujours là à dire ah bah ouais mais en fait votre dualisme là c'est peut-être pas bien. T'es là du coup faut faire quoi? Bah je sais pas, c'est peut-être pas bien. T'es là ouais bah très bien, tu vois, genre oui on est d'accord, le sujet et l'objet c'est un dualisme, oui on est d'accord, l'idée et la matière il y a un dualisme et tout. Et en fait du coup ce qu'il va proposer c'est de la mystique et de la généalogie quoi, mais ça résout rien du tout, tu vois, alors que Marx va réussir à au-delà de poser des questions à montrer une voie de transformation, tu vois, qui est beaucoup plus concrète et intéressante, tu vois. exactement. Mais ça, on va y revenir, mais c'est très français, ce goût pour une philosophie romancée, du roman philosophique, etc. Et encore plus le français d'après-guerre, quoi. On a vraiment des gens qui essayent de fabriquer de la philosophie. Mais même, tu vois, quelqu'un comme... on parlait de roman à thèse, mais plus moderne. Quelqu'un comme Houellebecq, par exemple, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir des thèses politiques, plus que philosophiques d'ailleurs, derrière des romans. C'est un vrai genre français, le roman à thèse. Voilà. Si on veut essayer de comparer les littératures, voilà, le roman américain, là-dessus, il est beaucoup plus descriptif, beaucoup plus concret, beaucoup moins taiseux que le roman français. Quand Bégodeau nous dit qu'on n'aime pas la littérature, ben moi, on pourra en discuter. Hein. Voilà. Il ne l'a pas encore dit, il ne l'a pas encore dit. On n'a même pas écouté là, ce qu'il a dit, on a écouté la question sur le fait de mettre de l'essai et du roman, tu vois. J'ai deux problèmes avec les abstractions, mais qui, à mon avis, viennent du même pli de tempérament. Un, je les trouve très dévitalisés. Je les ressens comme, mais de quoi est-ce qu'on est en train de me parler? Il y a un niveau d'abstraction où moi je dis, mais de quoi ça me parle, quoi? Mais où est-ce qu'on est, quoi?
Et moi, comme c'est les corps qui m'intéressent, je trouve que les corps sont très absents, quoi. Les corps, c'est vraiment la vie d'un individu, quoi. Il a un corps, et je mets le cerveau dans le corps, hein. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, et à mon avis, qui est la conséquence ou la cause de la première, c'est que j'en suis incapable. Je ne suis pas du tout un bon abstracteur, moi. D'ailleurs, j'ai jamais écrit de texte dont on pourrait dire, oh, c'est un peu abstrait, ça. C'est quand même un truc qu'on me reconnaît, hein, en général. Les gens qui me lisent ou qui m'écoutent, même les gens qui peuvent pas me blairer, m'accorderont volontiers que je suis quand même assez peu dans la surthéorie, que je suis souvent assez concret, parce que je sais pas faire autrement. Mais c'est marrant parce que enfin, personne ne pense sans abstraction. Je pense on peut critiquer une certaine complexité, une érudition qui serait presque de l'étalage. Ça, je peux tout à fait comprendre. Parfois, c'est chiant, mais ce qu'il dit n'est pas moins abstrait que ce qu'on dit. Tu vois, tout est abstrait en partie. Tu vois, enfin, c'est pas un mal. Tout concept est abstrait. Le concept de corps est abstrait. Tu vois, enfin, il n'est pas concret le concept de corps. C'est pas parce qu'il paraît référer à quelque chose de matériel qu'il est concret en soi. Bah là, clairement, j'ai envie de dire, François, ton manque de capacité d'abstraction te rend confus, en fait. Là, je vais lui tendre la main, mais là, il est en train d'opposer abstrait et concret, comme si ces deux catégories étaient duales et totalement séparées. Alors que ce ne sont que deux aspects du réel. Lui, il va considérer que le concret, c'est le réel, vous voyez, et que l'abstrait, c'est l'irréel. Non, l'abstrait et le concret, je disais Hegel, Marx, etc., ne sont que deux moments du rapport à la totalité réelle. Il n'y a pas d'opposition entre abstrait et concret. D'ailleurs, Marx dira, sa méthode dans le Capital, c'est on s'élève de l'abstrait au concret. Je sais pas, moi je pense que Bégodeau, il a jamais lu le Capital. C'est impossible. C'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche. Mais ce qu'il raconte là, s'il a commencé à lire le Capital, ou alors il a sauté les premiers chapitres, parce que c'est que des abstractions. Et Marx dit d'ailleurs... Même le concept de corps, et il est très abstrait parce que le concept de corps est justement développé pour s'opposer à l'âme et réintroduire un dualisme. Quand tu parles de corps, c'est pour ça qu'après, il y a des gens qui vont parler de corps-sujet, de corps-esprit et tout, pour justement dire « je ne suis pas dualiste ». Parler de corps comme ça, il y aurait le vrai monde matériel et le monde des idées. Tu vois, genre, c'est vraiment un concept dualiste, le concept de corps en tant que tel, je trouve. Et puis le corps, en plus, là, même l'idée de corps, par exemple, qu'on trouve chez Spinoza, le corps, c'est tout et n'importe quoi. Derrière le truc, il dit « moi, ce qui m'intéresse, c'est les corps ». Et je mets le cerveau à l'intérieur. Oui, bah en fait, déjà, tu caches derrière le mot corps, qui est une abstraction totale. Le corps céleste, le corps humain, c'est pas du tout la même chose. Tu caches derrière le mot corps, le corps humain. Donc c'est effectivement, François, tu as du mal à préciser tes concepts. C'est pour ça que c'est très facile face à des droitards de les démonter, parce qu'eux, ils sont encore plus nuls en termes d'intelligence. Mais là, on voit qu'effectivement, tu patauges un peu, quoi. Parce que l'opposition abstrait-concret, qui ne sont que deux moments de la pensée, personne ne peut penser le concret, ne peut avoir de rapport au concret sans abstraction. Ça n'existe pas. La pensée n'est que des abstractions, c'est-à-dire des catégories. Je ne sais pas ce qu'il essaye d'appeler corps, voilà, le vitalisme. Si tu veux être purement empirique, tout est différent. Aucun des grains de sable n'est similaire. Oui. Même la catégorie grain de sable est une abstraction. Parce que si vous voulez vraiment être dans l'empirisme, vous direz « Ah, mais celui-là, il est un peu ovoïde. Celui-là, il est plus sphérique. Tu vois, celui-là, il contient tant de quartz et celui-là, il en contient un peu moins. » Donc, oui. Donc même la catégorie grain de sable est une abstraction. Donc, le rapport de la conscience humaine à l'extériorité ou à la totalité, à la société, ce que vous voulez, à l'interpersonnel, etc., est déjà un rapport avec des catégories et des abstractions. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'écart entre abstrait et concret. Justement, ce qui fait l'efficience de la pensée, c'est la capacité des abstractions à rendre compte des actions humaines, de la transformation, c'est-à-dire à avoir un impact concret. Voilà, c'est toujours une relation de l'un à l'autre. Ce ne sont que deux moments de l'activité humaine, l'abstrait et le concret. Donc opposer l'un à l'autre, c'est déjà une confusion absolue, mais on va le voir. Qu'est-ce qu'il entend derrière le concret? Vous allez voir, c'est beaucoup plus clair quand on détaille. Je voudrais juste dire un truc qui m'a frappé en voyant cet extrait. Je sais pas si c'est de la fausse conscience ou il a de l'ironie aussi des fois, Bégodeau, je sais pas trop. C'est que c'est quelqu'un qui est spécialiste de faire du discours, ce qui peut paraître quand même un peu abstrait. Alors évidemment, c'est pas abstrait le discours, mais ce qui peut paraître quand même être quelque chose d'un peu complexe, un peu idéal. Je fais du discours et qui reproche à des gens qui sont des militants politiques et qui utilisent de l'abstrait, mais pour penser de la pratique politique. Pour le coup, ça me paraît être beaucoup plus concret que d'écrire des romans, tu vois, d'être trop dans l'abstrait, tu vois. C'est-à-dire le mec qui irait dire à Marx, ouais, mais ton truc de capital, là, ça casse les couilles, il y a des chiffres et tout, c'est pas concret, alors que c'est beaucoup plus concret que d'écrire un roman, tu vois. Mais parce que ça sert à la pratique politique, si tu veux, c'est beaucoup plus dans la transformation, tu vois. Moi, j'ai pas du tout le temps qu'a Bégodeau pour lire des romans et pour en écrire, tu vois. Parce que je considère que c'est une activité qui est louable, tu vois, mais c'est une activité qui ne sert pas mon militantisme politique, qui, moi, me sert pas dans mon boulot et j'ai pas trop le temps pour faire ça, tu vois. C'est quelque chose qui me paraît être un petit peu moins pratique, quoi, un petit peu moins concret, quoi.
Bah ça, après, il y a des rapports personnels à ça. Je pense qu'il y a aussi des gens Il y a qui pas de vont mal, il y avoir, a aucun mal. qui vont avoir aussi une pratique comment dire, à leur propre activité individuelle, qui va plus passer par le roman ou par le cinéma, qui est peut-être la grande catégorie aujourd'hui de ce qui l'intéresse aussi, hein, François, mais on pourra en discuter, voilà, mais qui est la grande catégorie, on va dire, de la fiction, plus que le roman aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus hégémonique. Il y a des gens qui vont avoir ce rapport individuel, ils vont être plus touchés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais vous ne pourrez comprendre, et c'est aussi pour ça que François cite allègrement de la pensée politique, de la pensée théorique. C'est ça son paradoxe, c'est que à un moment donné, quand il veut démonter des droits tardés, bah, il faut quand même qu'il aille chercher des catégories abstraites. Il va chercher du Bourdieu, il va chercher du Marx, etc. Pourquoi? Bah, parce que malgré tout, vous pouvez quand même dire Balzac reflète les rapports bourgeois, etc., vous ne comprendrez jamais comment fonctionne l'extorsion de la plus-value avec Balzac. Faut quand même avoir ce rapport-là. Le grand roman de la critique bourgeoise qu'est Balzac dans La Comédie humaine ne fait pas la même chose que ce que fait Le Capital. Le roman problématique existentialiste et les pièces de Sartre, La Nausée, etc., ne sont pas L'être et le néant chez Sartre. Même si chez Sartre, dans L'être et le néant, il y a un peu des espèces d'exemples incarnés, comme Le Garçon de café, des trucs très connus, etc. Voilà. Mais en tout cas, on reste quand même dans des catégories très abstraites. Et pareil pour Bourdieu. Quand tu viens citer Bourdieu, bah, je veux dire, si t'aimes pas l'abstraction, faut pas lire Bourdieu. Hein. Je veux dire, personne va dire chez Bourdieu. Ce qui est bien, c'est qu'on a des exemples concrets, il y a des corps, etc. Bah non, c'est absolument pas. Lisez la distinction, vous allez voir, vous n'avez pas l'impression de vous retrouver devant un roman de mœurs bourgeois qui pourrait être ça, un roman de mœurs. Les samouraïs de Kristeva, par exemple, ça pourrait être intéressant justement dans le milieu universitaire. Ça pourrait être un exemple de Bourdieu appliqué. Mais en tout cas, quand on lit Bourdieu, on n'a pas ça, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on ne pense bien qu'à partir de choses extrêmement concrètes. Alors ça, tu vois, on ne pense bien qu'à partir de choses extrêmement concrètes. Là, il est l'inverse du marxisme. Vraiment. Bah, je sais pas si c'est un postulat juste là ou c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de défendre. Mais là, il est empiriste, quoi. Il faut prendre un objet. Tu vois, déjà, rien que l'idée même d'objet, il faut prendre une situation clairement définie, extérieure, objective, concrète, etc., pour pouvoir bien penser. Ça, c'est vraiment la catégorie des empiristes, donc voilà, de la pensée rationaliste bourgeoise. Une de ces parties, c'est d'aller chercher l'objet bien défini, bien clair, pour pouvoir penser. Tout ce qui pourrait être abstrait a priori serait forcément soit de la métaphysique, soit de l'antimatérialisme, etc. Donc ça, vraiment, Marx va s'inscrire en faux là-dessus. Je vous lirai une petite lettre de Marx après, vous verrez, ce sera intéressant. C'est marrant parce qu'en plus de ça, n'importe qui sait, je sais pas, tu prépares un match de boxe, tu prépares un match de foot, bah faut pas directement mettre les gants pour, tu vois, faut aussi analyser contre qui je combats, comment est-ce qu'il combat, tu regardes des vidéos, il y a de l'abstrait aussi même dans les trucs les plus concrets, tu vois, parce que tu peux pas directement y aller tête baissée en disant tant que j'ai pas pris 10 coups dans la gueule, je peux pas commencer, tu vois, genre c'est aucun sens. La différence entre un 4-3-3 et un 4-5-1, c'est abstrait. Hein. Je veux dire, si tu essayes de trouver empiriquement le 4-5-1 que tu vois, tout le monde comprend ce que c'est l'abstraction du 4-5-1. Si tu te dis, à un moment... Je suis pas sûr que tout le monde... Je pense qu'il y a des gens qui suivent pas le foot, ils savent pas ce que c'est l'attention du 4-5-1. Tu sais, quand tu places qui jouent les titulaires et tu vois 4, 5, 1, bon, après tu as des variantes, voilà, 4, 2, 3, 1. Bon, mais après tu vas pas te dire, ah mais ça, en fait, on l'a inventé parce qu'à un moment, à la 48e minute, j'ai vu qu'il y avait empiriquement des gens placés comme ça sur le terrain. Non, ils sont jamais placés comme ça empiriquement sur le terrain. C'est justement cette abstraction, cette forme vers laquelle tendre qui justement va générer les activités des joueurs. C'est un repère abstrait qui permet l'activité concrète. C'est pour ça l'abstrait et le concret ne sont que deux moments de l'activité humaine. Ça n'est jamais des choses où on choisit l'un et on choisit l'autre. Enfin ça vraiment, ce qu'il fait là François, il s'égare quoi. On ne choisit jamais l'abstrait et le concret. Le concret n'a de sens que par l'abstrait et l'abstrait n'a d'efficience que par le concret. C'est vraiment c'est vraiment la phrase de Marx sur la meilleure des abeilles et le moins bon des architectes, c'est ça. La Exactement. meilleure des abeilles, elle fait toujours sa ruche par instinct, alors que le pire des architectes, il fera toujours quand même sa maison dans sa tête avant de la faire sur place, et donc il passe toujours par un modèle abstrait, ce qui a un rapport à la culture évidemment, parce que si on faisait tout par un modèle instinctif, en fait on serait dans un espèce, alors peut-être ce que peut défendre certains Nietzschéens, c'est un espèce de vitalisme débile, tout le monde fait tout par le bassement matériel, mais en fait ça ne marche pas comme ça, tu vois, ça marche par des simulations mentales, abstraites, qui sont issues de productions socio-historiques, incorporées dans l'individu, que l'individu va réutiliser. Enfin voilà, c'est une catégorie assez fondamentale en fait, l'abstraction. Bah, on est d'accord. Mais je le reconnais, le mitterrandien en toi qui cite l'abeille et l'architecte. Je sais pas si t'as la ref, mais
Il cite ça, Mitterrand? C'est dans ses mémoires des années 70, quand il est en tractation avec le PC. En fait, il a une partie de ses mémoires s'appelle L'abeille et l'architecte. Voilà. D'accord, je sais pas. Tu vois, tu me parlais off un peu là de ce qui oppose en ce moment la bande décoloniale, un peu PDH, Ouais, Wissam et compagnie. Et- J'adore, il a l'air de... Moi, j'aime bien Pégodo pour ça. C'est qu'il va au fight. Tiens, Ouais, c'est bien ça. tiens, j'aime il bien. est pas là à dire non, mais machin. Non, il va au fight. Tu vois qu'il a un plaisir. Il sait que l'extrait va être repris, qu'on va commenter. Il Tu a vas raison. recommander et tout. Oui, oui, j'aime bien ça. Et la pas du team. Tu vois, bon, moi je suis un peu ça. Et ça m'intéresse. Peut-être Mais- qu'on peut préciser, parce qu'il y a des gens qui. Ouais. qui suivent pas du tout Alors cette d'un seul coup, histoire-là. il y a des marxistes un peu purs et durs. Ils diront sans doute pas qu'on les nomme comme ça parce qu'ils sont jamais contents. Par Oh, contre, si, ça va. si, Oui, c'est Marx, bien. je pourrais dire, très bien. Voilà, et de l'autre côté, la pensée décoloniale, qui d'ailleurs est marxiste en partie, mais pas que, et met en avant d'autres choses. Bon, je vais pas embêter les gens avec un truc, qu'ils aillent voir ce que c'est, parce que je trouve le débat intéressant. C'est un vieux débat d'ailleurs qui court à gauche depuis très longtemps finalement. Et il se rejoue là dans des termes différents, mais c'est le même. Mais moi, c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, j'arrive plus à les écouter parce que c'est beaucoup trop théorique, quoi. Il y a vraiment, ça manque d'exemples, quoi. Mais ça m'étonne parce qu'il a de la culture quand même, Bégodeau. Je veux dire, il y a plein de gens qui se régalent en voyant ses vidéos, qui comprennent des trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde, mais des gens qui sont intéressés par la théorie politique, qui sont intéressés par, je sais pas, le marxisme, la pensée décoloniale et tout. C'est pas non plus un cours de maths de doctorat qu'on leur fait, quoi. Enfin, alors oui, il n'y a pas des exemples tous les quatre patins, mais je pense que ça passe par là, quoi. Des fois, moi, j'ai regardé des trucs où j'ai lu des choses où je comprenais rien, et même ça m'arrive souvent, tu vois. Quand je commence dans un domaine, ben, je comprends rien, mais c'est justement un peu ça qui est plaisant. Tu vas chercher sur Kern, sur Wikipédia, sur machin, aller voir un petit peu ce que ça dit, parce que t'as pas compris et tout. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie de la chose. Après, je peux comprendre que Bégodeau n'aime pas ça, mais ça m'étonne de lui, tu vois. Bah, en fait, je pense qu'il décroche parce que, comme il a dit, j'en suis pas capable. Tu vois? Je pense qu'il y a aussi un peu un problème là. Je pense qu'il est capable de capter ce qu'on raconte, non? Non, il est capable de capter ce qu'on raconte, mais je pense qu'il n'est pas capable de s'engager dans le débat. Et je pense que c'est ça son problème. C'est un moment, c'est de se dire, c'est un jeu auquel je ne peux pas jouer. Voilà. Ah oui, je comprends, ouais, je comprends le bail. Tu vois ce que Bégodeau, je veux il est comme dire? ça. Il regarde un film où il se dit, je vais avoir un avis iconoclaste. Tu vois, Bégodeau, il a Voilà. un peu ce plaisir du dandy. C'est pour ça qu'il aime Nietzsche, ça. tu vois. Il aime justement, on pourrait l'analyser avec Bourdieu, il aime bien être dans un champ et en même temps s'en distinguer. C'est toujours ça le jeu dans le champ chez Bourdieu. Il faut rester dans le champ, mais pas être dans le champ de la même manière que tout le monde, se distinguer dans le champ. C'est toujours un jeu, pas sortir du champ, mais il faut pas non plus être identique à tous les autres agents. Vous voyez, c'est toujours ce jeu-là. Et à ce jeu-là, effectivement, je pense que Bégodeau est dépassé. Vous voyez, il n'est plus capable de jouer le jeu, de venir avec nous et de mobiliser les mêmes catégories que les nôtres, les mêmes auteurs, etc. Là, il est dépassé, il dit, bah oui, moi, je suis prof de terminale, voilà, je peux parler rapidement oh là là, des le fiches mépris de de classe de Chris sur les profs de terminale. Voilà. Non, mais c'est ça, moi, je peux parler un peu de Bourdieu en gros, je peux parler de Marx en gros, mais rentrer dans les débats comme ça, c'est plus mon... Mais c'est pas grave, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma. Je pense que je suis bien moins bon que lui sur la littérature contemporaine, française, encore plus. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, je pourrais pas jouer avec lui. Mais sur le cinéma, peut-être. Mais sur la littérature en général, peut-être. Mais il y a des trucs sur lesquels moi, j'ai moins des jeux de catégorisation et de distinction à faire avec Bégodeau. Mais ce serait intéressant d'en discuter. Mais là, je pense que là où il dit « j'abandonne », c'est un « j'abandonne » vraiment au sens... pas simplement intellectuel, j'abandonne au sens pratique. C'est pas mon combat. Là, je vais pas gagner, quoi. Là, je vais pas jouer, quoi. Je vais pas m'amuser à faire ça parce que je suis sûr de perdre. Ce qui est pas très grave, mais c'est bien qu'il l'assume, quoi. Et est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi le côté, il se veut matérialiste. En se voulant matérialiste, il devrait nous soutenir face à la réintroduction de la spéculation, tu vois. Mais à la fois, notre discours est peut-être plus complexe parfois à comprendre, parce qu'on mobilise certaines catégories qui sont pas forcément très faciles à comprendre à première vue, je sais pas, le sujet collectif par exemple, ou des trucs comme ça. Et donc du coup, il a un peu le cul entre deux chaises, parce qu'à la fois, il se dit, bah, peut-être que tu sais, au niveau pratique, ce que raconte Wissam, c'est peut-être plus facile à comprendre pour certains. Tu sais, il a l'air de dire un truc qui a l'air d'être peut-être plus simple, machin, de dire mais oui, mais on peut prendre tout ce qui est bon dans chaque théorie, machin, faire un mix, voilà, et tout. Ça paraît peut-être plus facile à comprendre et peut-être plus instinctif, tu vois.
de se dire bah oui, bah, je prends un peu tout ce qui me plaît partout, et puis tant que ça va dans mon sens, c'est bien, tu vois. Là où nous on dit ouais, mais il faut une espèce de rigueur matérialiste, dialectique, et puis expliquer l'émergence de la culture, l'émergence des idées, dans le devenir matériel du monde, des choses comme ça, tu vois. Et ça paraît peut-être être un petit peu plus abstrait, alors qu'au final c'est plus matérialiste, tu vois. Et donc du coup il sait pas où donner de la tête parce qu'il veut pas défendre la spéculation de Wissam, mais il veut pas non plus défendre un truc qui lui paraît compliqué et abstrait comme nous, tu vois. Mais en fait, c'est parce que, toujours pareil, il ne s'élève pas au concret, le plus concret possible, c'est-à-dire que nous on pense, le sujet transformateur, le sujet collectif. Il reste au niveau de la culture et la pensée comme un développement personnel. Donc effectivement, à l'échelle individuelle, vous pouvez avoir tous les apports possibles et imaginables. Même nous, on a nos contradictions avec Padu. Il y a des choses qu'on aime bien des deux côtés et on se dit, ça c'est pas ouf, mais j'aime bien quoi. Tu sais, quand on critique les affects, etc. Ben oui, on en a des trucs parce qu'on a des éléments biographiques, on a des... Ce qu'on va dire, nous, c'est pas que ça n'existe pas, la partie affective. Déjà, on va dire, ça n'existe pas seul. Un individu ne mobilise jamais des affects seul. Et moi, attends, ça c'est vraiment, mais c'est ce que j'ai jamais compris, oui, ça, mais je pense qu'il veut pas le comprendre, il essaie d'avoir raison sur le débat de la psychanalyse. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Le problème de la psychanalyse, c'est d'interpréter le psycho-affectif, tu sais, d'en faire une logique du psycho-affectif. Voilà. Indépendamment de la logique cognitive, de la logique du corps et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver une psychologie intégrative qui montre que le psycho-affectif, en fait, bah, il n'existe pas tant que ça, parce que si tu veux avoir une représentation affective de ta mère, bah, peut-être qu'avoir la permanence de l'objet, ça t'aide aussi, tu vois. Et donc peut-être qu'il y a un truc cognitif à la Exactement. représentation affective de ta mère, et que tout ça, c'est lié, tu vois. Et donc moi, ce que je pense, c'est un dépassement du psycho-affectif dans une psychologie qui inclut la personne humaine en général, tu vois. Et c'est en ça qu'on attaque le psycho-affectif. C'est pas pour dire que l'affectivité n'existe pas, tu vois. C'est pas ça la take, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle est prise comme ça par ceux qui soit veulent à tout prix défendre leur grain de sel. Et puis bon, il y a toutes les histoires de VSS et tout ça. Je pense qu'elle a envenimé le truc, tu vois. Et je pense que d'un côté il y a ça, et puis de l'autre il y a des gens qui pensent vraiment que l'affectif, qui sont un peu dualistes, tu vois, qui pensent que l'affectif peut être pris en tant que tel, tu vois, indépendamment du reste. Mais essayons d'être concrets. Pour François qui va regarder ça, et on lui passe le coucou. À François. Parle-lui de foot, vous avez cette passion en commun. Ah ouais, grave. Mais on finira par discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Mais essayons d'être concrets. Ce qui pose problème aux gens, c'est justement cette mauvaise interprétation de l'abstrait au concret. Quand nous, on vient dire l'affect n'est qu'une partie du processus. Quand vous agissez avec un peu d'affect, un peu de raison, un peu de cognitif, etc. Beaucoup de social. On va dire, en fait, votre affect, là, que vous surmobilisez à votre échelle individuelle, tout ça est une partie. C'est comme si vous aviez une recette un peu complexe, où il y a un peu de salinité, un peu d'acide, etc. Ouais. Et vous voulez dire, non, c'est du sucre. Parce que, genre, non, moi ce que j'aime c'est le sucre. Et en fait, quand je goûte ce plat, c'est que le sucre qui m'intéresse, donc tu dois dire, ça c'est sucré. Bah, je sais pas, il y a un peu d'amertume. Non, c'est sucré. Et bah, l'affect, oui, ces gens-là sont tellement centrés là-dessus, de dire, ah oui, et donc tu me refuses la catégorie d'affect parce que tu refuses d'écouter ma pulsion affective, mon ressenti. Non, ce qu'on dit juste, c'est qu'en fait, ce que tu surmobilises et tu surconscientises par ton ressenti, bah, tu as l'impression que c'est énorme, mais en fait, à l'échelle sociale, ça ne l'est pas. Je peux comprendre que ce soit très déstabilisant pour les gens, ça. Quand on dit quelque chose qui te paraît très important à l'échelle individuelle, en fait, bah, socialement, c'est pas grand-chose, en fait. Tu sais, c'est un peu comme quand... et je comprends l'idée quand les déterministes attaquent les gens qui pensent le libre arbitre, tu vois. Quand les gens ils disent, non, en fait, tu crois que tu as choisi, mais regarde si je te... Tu vois, ça peut paraître très violent parce que tout le monde a l'impression de faire cette expérience-là concrète. D'ailleurs, c'est intéressant parce que lui qui vient en tant que déterministe, Bégodeau, il est très confus là-dessus. Parce que l'expérience du libre arbitre est une expérience beaucoup plus concrète et sensible que l'expérience du déterminisme. Bah, bien sûr, ouais. Je veux dire, pour prouver le déterminisme à quelqu'un, il faut passer par une masse d'abstractions par rapport à prouver que tu as choisi ci, tu as choisi ça. Donc même son système de pensée, il est un peu bancal là. On voit qu'il joue un peu avec... Mais c'est pour ça qu'il n'est pas dans son jeu, vous voyez ? À la littérature, tu peux jouer avec tout ça. Parce qu'une scène en prend une autre. Les personnages ont de la contradiction entre eux. Ce côté mix des pensées, etc. Le roman s'y prête, justement. Le roman se prête à cette catégorie de la variété, la mixité, que tu peux incarner dans des personnages, que tu peux incarner dans des situations, etc. Mais ça marche pas. Tu peux pas mobiliser un processus abstrait. Dire, dans tel chapitre, je pense A, et puis dans l'autre, je pense B, et puis dans l'autre, je pense C. Je peux comprendre que ça paraisse comme extrêmement violent, la violence du concept, la violence de la catégorie
Et exactement comme les gens qui sont pro-libre arbitre et à qui on fait la démonstration que bah non, en fait, tout est déterminé, tout est reliable à d'autres catégories que leur propre choix, bah, ils disent, mais attendez, mais c'est hyper violent, vous voulez dire que ma vie, je ne l'ai pas choisie? Bah, pas tout à fait, tu vois. Et ça, c'est paradoxal parce que ça, c'est justement la catégorie de l'abstraction qui va permettre de remettre en question la catégorie de l'empirique et du ressenti. Toute la pensée progressiste, etc., c'est de dire la réalité n'est pas simplement le sensible et l'empirique. Il y a une réalité sociale qui n'est compréhensible que par l'abstraction et par la catégorisation complexe, où justement, il faut faire abstraction de la sensibilité. Et c'est ça que Bégodeau n'aime pas. C'est qu'il considère que le réel, c'est le sensible. C'est pour ça qu'il aime l'expression sensible de la société. Le roman, l'art en général, le cinéma, est une expression de la réalité, des visions du monde, comme dirait mon cher Lucien Goldman, des visions du monde sensibles de la réalité. Là où la philosophie, la science sont des visions du monde conceptuelles de la réalité. Ça manque de vécu, enfin disons de saisie du vécu. Donc tout simplement, moi je démissionne, je ressens une espèce d'exaspération ou Saisie du vécu. de saturation, et j'ai très vite envie d'aller lire un roman où on me parlera d'un personnage dans une situation donnée, et là j'aurais l'impression d'être beaucoup plus dans le réel. Là où eux, probablement... Ah, je trouve que Voilà. les débats sur la psychologie ils étaient particulièrement concrets, dans le sens où on essayait de comprendre comment il y a des processus de décision chez l'individu. Je trouve que c'est assez concret, tu vois. Quand on Mais ce dit, qui est- les gens, il faut qu'ils se projettent dans l'avenir, dans certaines visions du monde, tu vois. Enfin, je trouve que c'est assez cohérent, tu vois. Comme quand on parle, par exemple, du sionisme, tu sais. On explique comment quelqu'un va adhérer à un projet d'un certain sujet collectif qui est suprémaciste, qui est colonialiste et tout, et comment il va jouer sa carte de colon, tu vois. Je trouve que c'est plutôt concret, tu vois, comme pensée. Après, il a peut-être un peu raison, hein. Il y a peut-être des gens qui captent pas parce qu'on fait pas assez d'exemples, hein. Ça, c'est pas con, hein. Mais regarde, là, la phrase est significative. Regarde ce qu'il va dire. Je ressens une espèce d'exaspération ou de saturation, et j'ai très vite envie d'aller lire un roman où on me parlera d'un personnage dans une situation donnée, et là j'aurais l'impression d'être beaucoup plus dans le réel. J'aurais l'impression d'être beaucoup plus dans le réel. C'est étonnant, hein. Tout est dit. Là, il est en train de nous dire, moi, individu, François Bégodeau, mon rapport au réel est d'abord sensible. Ça, je peux entendre. On va essayer de comprendre pourquoi. Nos adversaires épistémologiques vont dire c'est son vécu, machin. Moi, je vais dire que c'est son rapport de production et ses structures mentales dues à sa classe qui font qu'il est comme ça. Et vous voyez, quand il vous parle de concret, de réel, etc., il ne parle que de son impression à lui, c'est-à-dire de son rapport individuel à ça. La réalité, la totalité, tout le monde en a un rapport. Mais certaines classes sociales, et donc les individus qui y sont embarqués, on a un rapport plus sensible, affectif. Petite bourgeoisie, un rapport affectif. J'ai souvent posté ce texte-là de Goldman sur Twitter. Quand il parle de roman, le roman ne naît pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. L'expression romanesque naît à un certain moment dans la bourgeoisie, dans une certaine partie de la bourgeoisie, imprégnée de certains problèmes au 19e siècle. Vous voyez, c'est pas hasardeux, quoi. Et là, ce qu'il exprime, c'est son impression sur le réel. Voilà ce que dit Bégodeau. Il ne parle que de lui, de sa classe sociale, de son rapport à lui. Il ne dit rien de plus que le réel. Alors après, vous pouvez vous positionner par rapport à ça, etc. Mais lui, il dit le réel, c'est le sensible. Moi, je vais citer un truc. Il y a, toi, tu dois pas connaître, mais il y a dernièrement quelqu'un qui s'appelait Joseph Fontus, qui a écrit des romans, qui était un ancien ouvrier, qui est décédé, voilà, qui s'appelait À la ligne. Donc, qui raconte son vécu d'ouvrier à la ligne, etc., sur une ligne de production. On m'a offert ça. Ça m'est tombé des mains. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, je reconnais des trucs, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est limite, c'est complètement mon vécu. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Je n'apprends rien, je ne vis rien, ça ne m'intéresse pas. Quand je lis ça, pour moi, il n'y a aucun rapport au réel. Je n'ai pas l'impression de comprendre plus de réalité. Quand je lis Marx et que je comprends que derrière ce ressenti individuel de la ligne, etc., il y a un sujet collectif qui en exploite un autre, et qu'il l'exploite d'une certaine manière, là, j'ai l'impression de mieux comprendre la réalité. Effectivement, peut-être que je suis dans une classe sociale, dans un rapport de production qui m'oriente vers cette forme-là d'aspect au réel. Ça, on est d'accord. Ce qui marche pour Bégodeau marche aussi pour moi. Voyez, mais qu'on comprenne bien, il n'y a pas d'abstrait et de concret. Hein. Les deux sont des catégories. Ce qu'oppose Bégodeau quand il parle d'abstrait et de concret, c'est le sensible par rapport au concept. Donc, nous, effectivement, il ne nous reproche pas d'être trop dans l'abstrait,
parce que son sensible est abstrait. Rappel, le roman est une abstraction. Ce sont des personnages fictifs, etc., dont, comme dit Bégodeau, vous avez l'impression que c'est réel. C'est ça la sensibilité. Je ne vais pas vous renvoyer à Kant, etc., sur ce que produit une œuvre d'art, avec le chant de l'oiseau, etc., la reproduction de la nature, etc. Mais vous avez l'impression que c'est réel. Pourquoi ? Parce que ça correspond avec sensibilité. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà touché, vous l'avez déjà senti. C'est ça que nous confond Bégodeau. Mais ça, c'est pas la réalité. Comment vous pouvez dire, par exemple, l'exploitation de classe est moins réelle parce qu'elle est plus conceptuelle que toucher de l'herbe. Et donc, il faut bien maîtriser les concepts. Là, en revanche, comme il y a un espèce de jugement fait-valeur chez lui, il essaye de rendre le concept à l'abstrait, à quelque chose qui serait en dehors du monde, voilà. Et puis lui, il serait dans le concret, beaucoup plus proche, voilà. Non, en fait, les deux, le sensible est aussi abstrait et concret que le concept. Il ne fait pas la même chose et il ne fait pas la même chose pour les mêmes gens. Il ne sert pas aux mêmes personnes. Effectivement, la catégorie du sensible, c'est pour ça qu'elle est mobilisée toujours par la petite bourgeoisie en termes de production et de consommation. Petite classe intermédiaire, intellectuelle, reliquat de la bourgeoisie, est une forme d'expression du réel qui est moins transformatrice, qui est beaucoup plus passive, descriptive, comme va dire Marx sur Feuerbach, beaucoup plus contemplative. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des classes sociales qui ont beaucoup moins intérêt à la transformation du monde que les classes qui sont dans la conception. C'est intéressant parce que ce que tu as décrit, moi, ça me faisait penser à, tu sais, pendant le débat sur la nation avec Rouya Boutelja, Naskazib et tout. À un moment donné, Rouya Boutelja a dit mais nous, on veut gagner tout de suite et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux affects. Tu vois. Et elle réintroduit ce truc de différence affect-raison. Et nous, quand on s'est opposé à ça, il y a des gens qui ont cru que c'est parce qu'on défendait la raison. Alors que tout ce qu'on défend, c'est le fait qu'il n'y a pas de dualisme affect-raison. Et tu parlais du fait que c'est moins transformateur. Moi, c'est justement pour ça que je me battais contre ça. C'est parce que je pense que quand elle dit nous, on est pragmatique, on s'intéresse aux affects, ou quand il dit pareil, mais moi je ne pense pas que ces théories politiques à elle, ou ce qu'elle appelle son pragmatisme, dire tenir compte, je sais pas, des affects nationaux ou je sais pas trop quoi, ça fasse intrinsèquement plus gagner des élections ou plus gagner des mouvements sociaux, tu vois. Ça peut en faire plus gagner, ça peut en faire perdre. Moi ce que je pense c'est surtout est-ce que ça correspond aux dynamiques en cours, et pour analyser les dynamiques en cours, j'analyse des classes sociales ou des sujets collectifs en mouvement pour savoir vers où ils vont, quelle vision du monde ils ont et des choses comme ça, tu vois. On n'a pas la même épistémologie, on n'a pas la même vision des choses, mais c'est marrant comment... en invoquant les affects, ils se retrouvent eux-mêmes dans un dualisme en prétextant que les autres sont dans un espèce de rationalisme qu'on combat toute la journée. En plus, nous, en combattant Spinoza notamment, penser qu'on est rationaliste, c'est assez faux. Et pensent qu'ils sont plus dans le concret et dans la transformation, alors même qu'ils sont en train de se soumettre au réel. Parce que quand ils font ça, quand on met en avant le concret, l'affectif et tout, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est apporter une valeur intrinsèque à ce qu'on vit, aux choses qui nous entourent, à de l'empirisme, alors que nous, ce qu'on fait, c'est regarder comment bougent les luttes de classe, les luttes de sujets collectifs, pour essayer de penser un possible qui soit meilleur, avec moins de domination, avec potentiellement une révolution, avec moins d'exploitation. Et en fait, nous, quand on pense ce possible-là, du coup, on est en train d'essayer de s'extraire parfois d'affects qui sont des affects qui peuvent être réactionnaires, par exemple, qui peuvent être conservateurs. Alors, il faut qu'on ait en tête qui sont là. Par exemple, oui, il y a des gens qui ont certains affects, mais il ne faut pas qu'on s'y soumette, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose de principal. Et donc, on voit quand même que ce dualisme qui se veut concret, pragmatique et tout, il est problématique. Hein. C'est surtout que, justement, quand tu es coincé dans une situation et que tu dois résoudre un problème, et c'est le problème des classes révolutionnaires, le sensible est insuffisant. Le sensible est insuffisant aux ouvriers pour pouvoir renverser la bourgeoisie. Si ça suffisait, il n'y aurait jamais eu toute cette production d'organisation, de pensée ouvrière, le capital, etc. Pourquoi ? Parce que si c'était suffisant, ils sont bien plus nombreux, et le simple fait de ne pas supporter leur travail, qui est compliqué, et qui est très bien décrit par plein de livres, j'ai cité Pontus, là, qui est pour très récent, mais je veux dire, tout le roman du 19e siècle, et dans tous les pays du monde occidentaux, décrivent la violence que subissent les classes ouvrières, etc., au 19e, tout ça est insuffisant pour la classe ouvrière. Tout ça est suffisant pour des classes intermédiaires qui veulent se rendre compte de la société dans laquelle ils vivent, mais qui ne veulent pas la transformer. Quand vous n'avez pas besoin de transformer les choses, je vais faire une analogie, si vous n'avez pas besoin d'envoyer un satellite sur la Lune, effectivement, la pensée abstraite de Newton, vous la balancez. Si votre position sociale
ne vous rend que romantique, observateur du réel, eh ben, l'observation de la Lune dans une lunette ou dans un télescope astronomique avec ses cratères, c'est un rapport de contemplation et d'observation. C'est un rapport de quelqu'un qui est positionné dans une compréhension du monde où la transformation n'a aucun intérêt. Si vous voulez aller pour des raisons différentes, il vous faut absolument conquérir la Lune, ben, la regarder à travers le télescope ne va pas suffire. Il va falloir que vous vous extrayiez de la Terre et que vous la rejoigniez. Et là, il va falloir passer par des catégories abstraites que l'observation ne vous donne pas. C'est d'ailleurs une mythologie un petit peu... ça, c'est très anglo-saxon, empirique, tu sais, de faire croire que Newton aurait inventé la gravité en regardant la pomme tomber. Ça, c'est vraiment une mythologie de l'empirisme, ou Archimède qui aurait dit Eureka dans son bain. Ça, c'est vraiment la mythologie libérale, rationaliste, empiriste, de faire croire que on avait les catégories. Or, c'est faux. Des gens qui ont observé des pommes tomber, il y en a eu des millions avant Newton. C'est justement la nécessité pour la classe à laquelle appartenait Newton de profondément transformer la société qui lui a fait voir quelque chose que personne ne voyait dans la chute de la pomme, c'est-à-dire les forces nécessaires à la transformation du monde, à l'action sur le monde, les forces de la gravitation. Mais je me demande si au fond, le fait qu'il ait le cul entre deux chaises, Bégodeau, sur ce débat, c'est parce qu'à la fois, il est d'accord, en fait, il n'est pas marxiste, si tu veux. Il n'est pas marxiste, il pense un peu les affects, un peu comme Ouria Boutelja, mais à la fois, il est blanc, héritier d'un déterminisme athée, et donc il peut pas non plus assumer de la spéculation, ce que les décoloniaux vont faire parfois en disant bah oui mais nous on a nos mythologies, on a nos croyances, machin et tout, bah aussi le rapport à l'islam et tout ça, tu vois. Donc en fait, il peut pas choisir de dire ouais bon il y a quand même des trucs on sait pas trop d'où ça vient, c'est spéculatif et tout, et on s'en tient aux affects où on sait pas trop, tu vois, ce qui est un peu la position des décoloniaux, pas tous hein, mais de la sphère un peu PDH, Boutelja, Wissam. Il peut pas tenir celle-là, mais il peut pas tenir non plus la nôtre parce qu'il est coincé dans sa position de classe où il y a un rapport au concret un peu bizarre et où il veut pas s'élever au marxisme, tu vois. Et je pense qu'il est le cul entre deux chaises à ce niveau-là. Lui, il a un rapport à l'athéisme qui est vachement différent du rapport à la religion, que ce soit parce qu'ils adhèrent à une religion ou parce qu'ils tiennent plus en compte les religions des peuples colonisés et tout ça, les décoloniaux. Quand ils parlent du vaudou, par exemple, à Jarry, tu vois. Ouais, mais en plus, justement, c'est que eux, paradoxalement, quand ils vont chercher ça, c'est aussi qu'ils ont besoin d'une force de résistance et de transformation. Effectivement, quand toute la catégorie de la rationalité est mobilisée par l'ennemi blanc, tu es obligé d'aller chercher, tu vois, de mobiliser des choses, mais paradoxalement, c'est plus pratique. Est-ce que ça résout des problèmes épistémologiques? Je sais pas, mais c'est plus pratique. Bégodeau, comme tu dis, il est dans une situation où, de toute façon, la résolution de ce problème-là, c'est ça qu'il faut se rappeler, ne résoudra pas ses problèmes à lui. Moi, je dis tout le temps, quand on dit les constats que vous faites sur le monde vous disent vos actions et vos problèmes par rapport au monde. Bégodeau, il n'a pas besoin de choisir entre nous. Parce qu'il n'est pas du tout dans une stratégie militante, dans des combats d'adversité militante sur la conquête du pouvoir ou repousser le fascisme. D'ailleurs, son rapport à la politique, il est fleur bleue, quoi, tu vois. Il est pas très concret, ouais. Il est pas très concret. Hein. Tu vois, chez Morio, ouais. Non, mais il est mignon, quoi, tu vois, je veux dire, il écrit des livres pour dire que faire le dimanche quand il y a du vote, tu vois ce que je veux dire, enfin, il est mignonnet, quoi. Mais tu comprends ça, c'est que c'est un luxe de classe intermédiaire de ne pas résoudre ce problème parce que ça n'en est pas un à l'échelle concrète. C'est-à-dire, demain, si nous on prend l'avantage ou si d'autres gens prennent l'avantage sur la partie épistémologique, qu'est-ce que ça va changer au quotidien de Bégodeau? Sa classe sociale, sa position de classe fait que résoudre ce problème est fatigant parce que pour lui ça n'en est pas un, tout simplement. Eux, probablement, ont toujours l'impression que les romans, alors là, vraiment, c'est de la fiction, c'est hors sol. D'ailleurs, ils le disent souvent, là, pas du team, mais ils aiment pas la littérature. Alors, oh là 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 là. Ah non, là, non, moi j'ai pas moi j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Moi j'aimerais bien lire des romans mais je promets, s'il y avait plus de temps, je lirais plus d'essais. Je lirais pas des romans, j'ai déjà pas beaucoup de temps et tout pour lire, pas assez, je trouve. Je lis plein de trucs de psychologie, plein de trucs de psychanalyse dans Déplace à certains qui la défendent sans la lire. Je lis plein de trucs de marxisme. J'ai pas forcément le temps de lire de la littérature plus contemporaine ou même plus vieille. J'aimerais bien la lire, mais entre le boulot, le militantisme et tout ça, je pense que c'est pas un problème que je me pose actuellement parce que voilà, je considère que c'est un peu plus du loisir. Malgré tout, c'est un peu plus du loisir parce que ça ne me permettra pas, comme quand je lis de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de m'aider dans mon travail.
Donc ça me permettra pas d'être un meilleur psychiatre, ou quand je lis, je sais pas, de la génétique, de la biologie ou des trucs comme ça. Ça ne me permettra pas d'être un meilleur militant, je pense, d'avoir lu, des romans, en tout cas moins que de lire de la théorie politique et donc c'est pour ça que j'en lis pas, mais c'est pas parce que j'aime pas ça ou que je trouve que c'est de la merde, hein. Non, mais après, moi, je vais te renvoyer à Bégodeau. Je vais dire, t'exprimes pas plus de réalité en évacuant le sensible. Tu vois ce que je veux dire? La réalité, c'est du sensible et du conceptuel. Tu vois, je veux dire, choisir l'un plutôt que l'autre. Après, c'est une question de, comment dire, d'emploi du temps, comme tu pouvais dire, et de rapport personnel aux choses, de rapport même de classe aux choses. Je vais pas faire une primauté de la littérature sur le concept. Je vais revenir à Lukács, mais je pense qu'il y a des formes qui sont un peu plus adéquates aux problèmes fondamentaux de l'époque. Je pense que le roman est une catégorie, j'ai déjà eu ce débat avec un camarade de la Brèche, hein, une catégorie pour moi un peu dépassée, ou à la marge, là où justement au 19e siècle et au début du 20e siècle, elle était extrêmement importante sur le plan formel pour exprimer les problèmes concrets de classe, de la société, de la crise de la bourgeoisie. Voilà, le roman individuel bourgeois était très important justement parce que c'était un moment et une configuration matérielle qui le permettait. Je pense que ça devient désuet. Je préfère de la bonne sociologie à du mauvais roman pour décrire la réalité. Vous voyez. Donc, Est-ce que tu préfères du bon roman à de la mauvaise sociologie? je préfère du bon roman à de la mauvaise sociologie. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Donc, en plus, déjà, nous faire l'insulte qu'on ne connaît pas la littérature, c'est pas vrai. Qu'on n'aime pas ça, c'est pas vrai. Et surtout, de faire croire que nous, on dit justement la littérature, c'est ce qu'on vient d'expliquer précédemment, serait par définition, nous, on va pas renvoyer, comme il a fait, plus abstraite, plus hors sol que le concept. Non, on dit ces deux expressions du réel. Voilà. Et on dit pourquoi certaines classes s'orientent vers l'une, certaines classes s'orientent vers l'autre. Et pourquoi certains individus s'orientent vers l'une et certaines classes s'orientent vers l'autre. C'est ça qu'on dit. Ce qu'on va juste dire, nous, c'est la réalité de la transformation du monde nécessite absolument du concept. Donc la sensibilité pure, sans le concept, va être incapable. De la même manière, quand on parle de concept, un concept qui ne s'élèverait pas au concret, qui ne pourrait pas rendre compte de situations réelles, comme il a dit tout à l'heure, d'exemples, serait faux. Ce que fait Marx dans tout son travail sur le capital, c'est de faire des abstractions absolues et ensuite d'essayer de l'appliquer à des choses très très concrètes. Quand vous lisez les thèses sur la plus-value, quand vous lisez les derniers travaux de Marx, etc., il essaye d'appliquer ces abstractions à des choses très importantes, même à des modes de production non occidentaux, etc. Vous pouvez lire Anderson, le dernier Marx, etc. Donc venir dire que nous, on préfère le concept à la littérature, soi-disant, parce que l'un serait plus concret que l'autre et l'autre serait plus abstrait ou je ne sais quoi, c'est faux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a autant de concret et d'abstrait dans la littérature que de concret et d'abstrait dans le concept. Parce que la littérature n'est pas concrète et le concept n'est pas abstrait. La littérature est un rapport sensible, la philosophie est un rapport conceptuel, vous voyez, et les deux contiennent du concret et de l'abstrait. Et il y a des romans qui sont mauvais, au-delà de leur forme. Voilà. Qu'est-ce que c'est un mauvais roman? On va demander à François, qu'est-ce que c'est un mauvais roman? Bec BD, par exemple, c'est un roman avec des personnages bidons, qui n'existent pas, qui sont surjoués, qui n'ont aucun sens, aucune signification. Ben oui, vous pouvez faire du roman complètement abstrait, parce qu'il est bidon. Puis vous pouvez faire des très grands romans, très concrets. Alors après, il y a des gens qui vont en lire ou pas en lire, mais parce que justement, qu'est-ce qui les rend concrets? C'est la signification au réel. C'est-à-dire de dire, quand je vois cette situation-là, elle me donne du sens, elle m'apporte une signification de manière sensible. À la fin, c'est la même réalisation. Hein. Quand vous lisez un grand roman, on parlait de Balzac par exemple, souvent c'est comparé Balzac et le Capital, etc. À la fin, vous avez le même effet sur vous. Sauf que c'est le moyen qui diffère. Quand vous lisez Balzac et que vous comprenez le rapport de la bourgeoisie dans sa finesse, etc., vous comprenez le capitalisme par le sensible. Quand vous lisez Marx sur la même chose, vous comprenez le capitalisme par le concept. À la fin, les deux font sens. Ce sont juste des moyens différents. Donc, opposer l'un à l'autre qui serait concret et l'autre qui serait abstrait, ça n'a aucun sens. Et c'est même un peu dévalorisant pour la littérature ou le cinéma qu'il chérit. C'est-à-dire que ce ne serait même pas simplement des moyens signifiants pour les individus, ce serait simplement du divertissement sensible, de la reproduction du réel. Moi, je vais faire cette critique à Antoine Goya, par exemple, qui dit l'art, ça doit être de la jouissance. Ben non, en fait, Antoine. L'art, c'est pas de la jouissance. L'art, c'est de la signification. C'est bien plus important que la jouissance. Et ce n'est pas éphémère. C'est que la jouissance est secondaire. Voilà.
C'est exactement. La cette jouissance de l'art, c'est quand tu comprends, quand ça fait sens. Ouais. Mais Exactement. c'est pareil dans la philosophie, les gens comprennent pas pourquoi on peut prendre du plaisir à lire Hegel, à lire, je parlais d'Husserl tout à l'heure. C'est que, tu sais, quand tu lis un grand texte de philosophie, tu te dis, ah oui, ça fait sens, tu vois. Le mec, il a vu un truc qui m'est toujours arrivé, mais que j'avais jamais vu comme ça, tu vois. T'es C'est changé. ça qui est incroyable, tu vois. Le monde te paraît changé, alors qu'en fait, t'as toujours vécu ce truc-là, mais t'as jamais réussi à le comprendre comme le mec l'a compris, tu vois. Et c'est pareil dans l'art, tu vois. C'est de se dire, C'est la même chose. ah oui, Bellamy, c'est vraiment. Il y a vraiment des mecs qui sont comme ça, il y a vraiment des parcours de vie qui ont le parcours de vie de Bellamy, tu vois. Et pas de François Xavier. Exact. Ouais, c'est moche. Mais là, mais quand vous voyez, moi j'adore la peinture. On pourrait discuter de peinture, mais quand vous voyez Caravage, etc., il y a chez Caravage une signification, la profondeur des tableaux de Caravage, etc. Vous voyez ça et vous comprenez, et surtout qu'il va prendre des récits bibliques, etc., maintes et maintes fois représentés. Et quand vous voyez Caravage, vous vous dites, oh, ce récit-là, je l'ai entendu, je l'ai vu, il a été composé de 1000 façons. Mais là, il a dit quelque chose qui n'avait jamais été dit auparavant. Et c'est ça l'émotion absolue. Et vous voyez que c'est pas une émotion, justement, même dans l'art, qui dépasse la catégorie du sensible et de l'opposition affect-raison. Cet effet que ça fait sur vous, c'est une trajectoire qui passe par le sensible et ensuite qui passe par la cognition totale, consciente, etc., c'est-à-dire de votre rapport au monde. Ça rentre et ça ressort. Vous voyez ? C'est la même chose. Moi, par exemple, ça va vous paraître con, mais quand je lis des grands moments de philosophie, eh ben, ça rentre effectivement pas par le sensible au départ, ça rentre d'abord par le concept, mais ça ressort par l'émotion. J'ai pu pleurer devant des démonstrations conceptuelles. Vraiment, oui. voilà. Et c'est pour ça que cette opposition formelle entre le concept et le sensible, entre la philosophie ou la pensée ou la théorie et la littérature et l'art, elle n'a aucun sens. Enfin, vraiment, François, il faut s'élever un petit peu là dans la compréhension du monde parce que ça, là, on est au niveau baccalauréat, ouais, c'est un peu dommage quoi. Mais vous voyez, c'est vraiment, je dis, c'est Grand vraiment A, le sensible. Grand B, le concept. Mais tu vois ce Il que n'est pas c'est- encore à la mais synthèse, il n'est pas encore au grand C. c'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc de prof, tu sais, de séparer les matières. Tu sais, Ouais. quand on dit ça, c'est vraiment un truc de prof. C'est deux matières différentes. Et en plus, on pourrait interroger aussi la philosophie française et le monde français, le monde intellectuel français, qui a fait de la philosophie une matière littéraire par incapacité intellectuelle face aux Allemands au 19e siècle. C'est vraiment très intéressant parce que là, en fait, Bégodeau exprime vraiment ce qu'il ne dit jamais, c'est-à-dire ce qu'il est lui, quoi. Cette petite classe qui vit de son intellect, qui vit de ses critiques, de ses descriptions, qui a grandi avec la séparation des matières comme prof, etc. C'est très très intéressant parce que là, effectivement, quand il parle de ça, il nous dit plus sur sa biographie que maintes et maintes fois. Dis, oh, ça c'est de la littérature. Ben, c'est vraiment méconnaître ce que c'est que la littérature. Parce que la littérature, elle a au moins ça pour elle d'être toujours concrète. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà. Et c'est bien ça qui m'intéresse dans la littérature. Ça veut C'est dire trop que bizarre. même le plus mauvais des romans, je sais pas s'il va tenir ça, même le plus mauvais des romans est concret. Ah, voyez bien, après ce qu'on vient de dire, que ça n'a aucun sens et que même François Bégodeau ne pourrait pas tenir ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'un roman est médiocre? C'est qu'il ne couvre rien de concret. Là où on disait tout à l'heure, Marx s'élève de l'abstrait au concret par le concept, ouais. L'art s'élève du sensible au concret. Mais Voyez. c'est pareil en plus tu parlais tout à l'heure l'exemple des peintures et tout ça, tu vois. Enfin, une mauvaise peinture, ouais, t'as la représentation de quelque chose, ça peut être très bien fait, hein, mais t'y crois pas, il y a pas d'émotion, tu sais. Enfin, ouais, je pense à cette peinture de Goya là, Saturne dévorant ses fils là où l'expression faciale, elle est presque bestiale, tu vois. Et en fait, c'est peut-être moins réaliste que d'autres trucs, tu vois. Mais c'est ça qui fait que c'est une grande œuvre, c'est que l'émotion qui est passée te signifie tout ce qui se passe. Il y a presque une dissociation, tu vois. Alors pour le coup, en faisant de la psychiatrie, on pourrait presque croire à certaines personnes psychotiques, tu sais, qui ont un regard où t'as du mal à sentir le contact direct avec la personne, comme quand tu croises le regard de quelqu'un où tu sais, c'est très expressif un regard. Là, on a l'impression que la personne n'est même plus là, tu vois. C'est vraiment ça qui fait la beauté, on va dire, de cette œuvre, tu vois. Alors que tu pourrais faire la même de manière très réaliste et que ce soit pas concret, en fait, parce qu'il y a rien, quoi, parce que tu crois pas, en fait. Parce que quand tu es en train de dévorer tes fils, t'es pas dans un état normal, tu vois. T'es pas dans un état en mode je fais un acte mécanique, tu vois. Et on est complètement d'accord. C'est vraiment ça, justement, considérer que la représentation serait du concret. Bah non, justement. Par exemple, qu'est-ce que va nous dire François Bégodeau sur l'art moderne ou l'art contemporain?
qui justement s'est affranchi de la représentation pour faire de la signification. Et il va nous dire, c'est pas réel, c'est pas concret, mais c'est vraiment des techs de, vous voyez, c'est vraiment des techs de droitard, quoi. Rothko, par exemple, ça ne correspond pas à des arbres et des fleurs comme faisait Turner. Ça n'a aucun sens. Justement, l'expression du sensible, ça n'est pas la représentation de la réalité. Donc, faire croire que la littérature est en soi plus concrète, c'est vraiment catastrophique. Là, pour le coup, c'est vraiment presque enfantin comme vision du monde. Est-ce qu'il y a des personnages, c'est concret, alors que parce qu'il y a des concepts dans la philosophie, c'est pas concret. Bah non, la littérature médiocre, les livres médiocres n'ont rien de concret parce qu'ils ne se rapportent à rien, ils n'ont aucune signification, rien du tout. Ouais, et puis à ce moment-là, il devrait kiffer les dialogues socratiques qui seraient, selon lui, plus concrets que l'éthique d'Aristote, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est pas... Alors moi, je vais parce qu'il y a des personnages que c'est plus concret, tu vois. C'est ça. Alors moi, je vais citer, parce que je l'ai vu sous un des posts d'un commentateur de la chaîne à gauche, là, qui a de la culture. C'est la lettre de Marx au citoyen Maurice Lachâtre. Lachâtre, hein, attention, ne déformez pas. Qui avait voulu publier en 1872 Le Capital sous forme de, de petits périodiques, tu vois, détachés, quoi. Voilà. Et donc, Marx lui dit « J'applaudis votre idée de publier la traduction de Das Kapital en livraison périodique. Sous cette forme, l'ouvrage sera plus accessible à la classe ouvrière. Et pour moi, cette considération l'emporte sur toute une autre. » Parce qu'il dit, voilà, de manière découpée. Voilà le beau côté de notre médaille. Ça, c'est intéressant. Mais en voici le revers. La méthode que j'ai employée, donc l'abstrait au concret, qui n'avait pas encore été appliquée au sujet économique, rend assez ardue la lecture des premiers chapitres. Et il est à craindre que le public français, toujours impatient de conclure, avide de connaître les rapports de principes généraux avant les questions immédiates qui le passionnent, ne se rebute parce qu'il n'aura pu tout d'abord passer outre. Alors là, il écrit vraiment Bégodeau. Il dit il est à craindre que le public français qui est un peu feignant, qui aime pas trop la théorie, qui veut du concret tout de suite, là, il aille pas au bout parce que ça le fatigue. Et Bégodeau, il exprime ça, il dit moi, ça me fatigue, moi je veux du concret, je veux machin, je veux savoir comment ça... C'est là un des avantages contre lequel je ne peux rien, nous dit Marx, si ce n'est toutefois prévenir et prémunir les lecteurs soucieux de vérité. Il n'y a pas de route royale pour la science, et ceux-là seulement ont chance d'arriver à ces sommets lumineux qui ne craignent pas de se fatiguer à gravir ces sentiers escarpés. Voilà ce que nous dit Marx à François Bégodeau. Bon, on s'arrête là. Message de Marx à François Bégodeau. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, la chaîne pas du PADU, la chaîne de Dr-Bazo-YT. Vous abonner au Twitter, au Insta. Il y a Insta Position d'ailleurs, Position Revue, Insta Pas du Ring. Il y a aussi un nouveau TikTok Pas du Team. Et n'hésitez pas à aller sur Position Revue, voir la dernière chronique de l'exploitation. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens!